Le matriarcat donne-t-il tous les pouvoirs à la femme? Le pharaon est-il une personne ou un couple? Pourquoi la civilisation noire se fonde-t-elle sur la découverte de l'agriculture? On découvre les origines du matriarcat et le statut de la femme dans ce système. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Parmi les premiers faits historiques et culturels que j'ai appris en m'intéressant à l'Afrique, c'est sa caractéristique matriarcale. Or, quand on regarde les dynasties kamites par exemple, il y a extrêmement peu de femmes régnantes. Et ça me semblait contradictoire par rapport à l'idée arbitraire que je m'étais faite du matriarcat. En approfondissant les recherches, j'ai pu relever 3 préjugés majeurs sur le matriarcat. Le premier, c'est qu'il se définirait par rapport au patriarcat, c'est-à-dire comme son exact opposé. Le deuxième, c'est qu'il donnerait tous les pouvoirs à la femme et effacerait l'homme. Et le troisième, c'est qu'il y aurait un matriarcat primitif et le patriarcat serait une évolution du premier. Pour commencer, je voulais te présenter les 3 sources sur lesquelles je me suis appuyée pour cette mini-série sur le matriarcat. Oui, parce qu'il y aura plusieurs vidéos. L'unité de l'Afrique noire de Cheikh Anta Diop, qui porte le sous-titre de Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. Cet ouvrage est très important puisqu'il explique en quoi le matriarcat fonde un socle culturel unique et commun avec tous les peuples noirs. Ce qui suffit déjà à prouver à quel point il est essentiel de comprendre ce système. L'union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs de Saliou Samba Malado Kandji et Fatou Kiné Camara, qui est vraiment une pépite. La majorité des interrogations que j'avais ont trouvé une réponse dans cet essai. Et enfin, la théorie sera illustrée par l'application du système matriarcal à Mayotte. Je suis allée sur l'île avant de lire ce livre et ce séjour m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui était expliqué. Sinon, je crois que ce serait resté beaucoup trop abstrait, voire improbable pour ma conception qui est encore très occidentalisée. Et ça me donne l'occasion de dire à quel point il est important d'aller sur le continent, mais surtout de vivre auprès d'une famille qui a su préserver ses traditions dans tous les aspects du quotidien. Quelques disclaimers avant de commencer. Il y a quand même quelques contradictions entre les sources sur certains points, j'aurai l'occasion de les mentionner dans le développement. Deuxièmement, pour ce livre, il faut que je précise que les auteurs sont musulmans de tradition et ça peut avoir une influence sur les interprétations de pratiques, voire sur certaines pratiques elles-mêmes, qui sont issues plus de l'islam que de la tradition noire ancestrale. L'un des auteurs, Kandji, est diplômé de l'Institut des hautes études islamiques d'Alger. Ça ne les empêche pas dans le livre de prendre du recul sur certains aspects de l'islam et il différencie à plusieurs reprises l'islam comme il est pratiqué en Afrique et l'islam dans son berceau arabe. Enfin, l'emploi du mot noir est préféré à l'adjectif africain car le système ne relève pas de frontières géographiques et peut se retrouver chez des peuples asiatiques, notamment les Indiens dravidiens ou les peuples natifs d'Australie. Je pense avoir posé toutes les bases nécessaires pour comprendre le développement. On commence par découvrir l'origine du matriarcat. On ne peut expliquer le matriarcat sans définir l'environnement et le contexte dans lesquels le système est apparu. Et comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle est aussi le berceau des organisations sociales et sociétales. Première chose intéressante, aujourd'hui, quand on présente l'Afrique, on parle surtout de famine, de pénurie, de paysages désertiques, de sécheresse. Les ONG occidentales viennent expliquer aux Africains comment cultiver leurs terres, etc. Eh bien, cette image de l'Afrique est biaisée et c'est pas très difficile de s'en rendre compte. C'est également en Afrique que nous trouvons la 2e plus grande forêt du monde avec ses 2 millions de kilomètres carrés de superficie, soit environ 4 fois la France hexagonale. Je ne parle même pas des minerais et des métaux. Tout ça pour dire que le sol du continent africain est immensément riche et fertile.
Il y a plusieurs raisons à cela, dont un environnement et des climats particulièrement favorables à la culture. Même le Sahara était encore couvert de lacs et de végétation vers -3000. Les étrangers savent très bien la richesse des terres africaines puisqu'ils achètent ou se font même offrir des hectares et des hectares de terrain en spoliant en même temps les locaux. Continuer le vol en toute impunité, on nous présente que 60 à 80% des terres arables disponibles du monde seraient en Afrique, sauf que non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de titre de propriété comme on le conçoit en Occident que la terre n'appartient pas à une communauté ou une famille. La nature bienfaitrice et la richesse de l'environnement sont les points de départ des civilisations noires qui vont pouvoir se sédentariser grâce à ces deux facteurs. La sédentarisation intervient lorsqu'un groupe trouve un environnement qui offre continuellement toutes les ressources nécessaires à la vie, au point que le groupe n'a plus besoin de se déplacer pour survivre. L'énergie et le temps gagnés grâce à l'environnement engendrent plusieurs conséquences. D'abord, une admiration, une reconnaissance, un respect envers la nature qui offre tout ce dont le groupe a besoin pour se nourrir, se loger et se soigner. Deuxièmement, le groupe met à profit ce gain pour observer et comprendre son environnement ainsi que les lois qui le régissent. Comme mentionné dans la Titi Chronique sur les premiers témoignages de calcul, ce sont certainement les femmes qui ont compris grâce à leurs règles que le temps passe mais se répète et que cette loi s'applique également à leur environnement. Les hommes avaient la charge de chasser parce que les femmes pouvaient être incommodées notamment par leur grossesse, mais aussi parce que la nature leur a confié le don d'accueillir la vie et pour respecter ce principe, elles ne peuvent ôter la vie qu'en cas d'extrême nécessité. Ce sont donc les femmes qui restaient sur place et qui ont profité de ce temps pour apprendre à connaître les plantes, leurs propriétés, les cycles de la nature et finalement découvrir et développer l'agriculture, mais aussi la médecine. Et dans les mythes de la tradition noire, ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture. On retrouve cette trace au moins depuis Kemet, puisque Azeta, qui est appelée Isis par les Grecs, est la divinité du blé et de l'orge, et c'est elle qui a enseigné les mystères de l'agriculture à Osiré, qui le transmettra aux êtres humains ensuite. J'avais fait un post Instagram sur l'origine kamite des dieux grecs et romains, et j'avais notamment parlé de Azeta, qui a inspiré Déméter et Cérès, les déesses de l'agriculture. La maîtrise de l'agriculture permet aux populations de vivre en harmonie avec leur environnement, de s'installer définitivement dans un lieu, de bâtir les premiers villages, de structurer les premières sociétés, d'organiser une première répartition du travail, toujours dans un principe de cohérence avec les lois de la nature. Pour souligner encore l'importance de l'agriculture, le roi en Afrique ancienne, c'est-à-dire Kush et Kemet, avait le statut de premier agriculteur et des artefacts le représentent donner le premier coup de pioche. Autant dire qu'on est très loin des élites occidentales qui, malgré les apparences, méprisent les travaux de la ferme et de l'agriculture. Salut, si tu es toujours ici, c'est que visiblement le contenu te plaît. Donc pour encourager mon travail, je te demanderai de prendre 5 secondes pour aimer la vidéo, t'abonner, activer la cloche et partager à un proche si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur toi. On a expliqué que l'agriculture et la sédentarisation sont le fondement des sociétés noires. Et on a aussi appris que ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture. Grâce à la connaissance des plantes et de leurs bienfaits, les femmes noires deviennent le ciment de la prospérité, la santé et l'essor démographique et économique du groupe. Elles acquièrent alors un statut jusque-là inégalé. Je te lis 2 extraits de l'Union matrimoniale qui citent le livre Les Égyptiennes de Christian Jacques. Le pharaon Ramsès II affirme qu'il a fait en sorte que la femme égyptienne se rendit librement là où elle désirait aller, sans que quiconque l'importunât sur son chemin. Il ne s'agissait que du rappel d'un fait de société acquis depuis l'origine de la civilisation égyptienne et non d'une innovation. Dès l'instauration de la monarchie pharaonique, en effet, la femme avait bénéficié d'une complète liberté de mouvement, sans être recluse dans une pièce obscure de la maison, sous l'autorité implacable d'un père ou d'un mari tout-puissant. Les Égyptiennes connurent un monde où la femme n'était ni l'adversaire ni la rivale de l'homme. Un monde qui leur permettait de s'épanouir comme épouse, comme mère, comme femme au travail, comme initiée au mystère du temple, sans perdre leur identité au profit du mal. On voit déjà une différence très notable avec le système patriarcal, où la femme est forcée de s'adapter à la véracité de l'homme, qui n'aurait aucune habilité à savoir qu'on ne siffle pas dans la rue quand on voit un bout de chair,
ou encore à comprendre ce que signifie le mot non. Je précise qu'à Kemet, les femmes ont les jambes et les seins nus. Aujourd'hui, théoriquement, c'est normal qu'une femme puisse sortir quand elle veut, mais je rappelle que dans le Code civil de 1804, notre cher Bonaparte, il est écrit que la femme doit obéissance à son mari. Cet article restera en vigueur jusqu'en 1938. Je me permets de citer un politicien français du 19e siècle dont les paroles sont rapportées sur une page Wikipédia. « L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille. » Quand on met ça à côté de l'Afrique noire depuis couche, autant dire qu'elle n'a rien à envier. La femme, dans la tradition noire, est libre, respectée et responsable. Elle travaille en toute indépendance, c'est souvent elle qui entreprend et gère les commerces. Quand on le sait, ça fait toujours rire de lire des spécialistes eurocentristes nous expliquer à quel point c'est extraordinaire que la majorité des entrepreneurs africains soient des femmes. Pour Mayotte, c'est pareil, les femmes mahoraises sont largement majoritaires dans l'entrepreneuriat et les médias présentent ça comme une sorte d'anomalie étrange. Et pourtant, c'est logique quand on connaît un minimum l'organisation sociétale noire. Autre point, il est strictement interdit, je dirais même impensable de battre une femme, quel que soit l'acte qui puisse lui être reproché, et il en est de même pour l'homme. Le matriarcat élève la mère dans un statut presque divin. Je reviendrai la semaine prochaine sur la spiritualité dans ce système. Empathéba dit ainsi en substance qu'une insulte à ton père, ça peut passer, mais qu'une insulte envers ta mère, c'est intolérable. Il me semble qu'on peut retrouver cette trace dans les expressions ou les insultes qu'on peut entendre. Quand on dit à quelqu'un d'aller coucher avec sa maman, je pense pas qu'en fait le but de l'insulte ce soit l'inceste, mais plutôt le fait d'oser dénigrer ta mère. Pareil quand on dit fils de prostituée. Littéralement, c'est pas toi qu'on insulte, c'est ta mère. Maintenant, j'ai l'impression que ça peut être utilisé comme si c'était anodin. Ça en dit long sur la relation entre les parents et les enfants. Moi, je l'ai toujours perçu, et je pense pas être la seule, comme l'insulte suprême. Et c'est intéressant de voir que l'insulte suprême, c'est pas quelque chose qui est dit envers toi, mais c'est quelque chose qui est dit envers ta mère. Dans la même idée, il y a l'expression sur la tête de ma mère qui est utilisée pour jurer. Bref, c'était ma petite analyse linguistique, tu en fais ce que tu veux, tout ça pour dire que la mère est au-dessus. Pour toutes les raisons expliquées avant, la mère de famille dans le système matriarcal est propriétaire et maîtresse de maison, gardienne des vivres, garante du foyer. Bref, elle est tout simplement la chef de famille. Ce rôle prépondérant de la mère se retrouve également dans la langue. Toutes mes excuses, je vais prononcer très mal. Mère est d'ailleurs en lui-même un terme de référence et de respect. Chez les Lébous du Sénégal, les charges politiques les plus importantes portent le nom de Ndeye, mère. Le primus inter pares, ou chef suprême, est le Ndeye Jireu, littéralement la mère du pays. C'est là une des raisons pour lesquelles en Terre Noire, il est plus juste de parler de matrie plutôt que de patrie. Le président de l'Assemblée législative est le Ndeye Jaambur, littéralement la mère des sages. Le président de l'Assemblée des jeunes députés chargé de l'exécutif est le Ndeye Jifre. Dans Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop cite les travaux d'Olumide Lucas qui analysent les similarités linguistiques entre le Sikam et la langue Yoruba. L'auteur fait ensuite une analyse étymologique perspicace du mot Yoruba. Il constate que le mot de l'Afrique occidentale qui signifie exister, au changement de voyelle près, est yé. Aussi, son redoublement yéyé, celle qui me fait exister, d'où yéyémi, ma mère, celle qui est à l'origine de ma vie dans le monde. Il faut constater en passant que yaye signifie mère en wolof, en sara, en bagirmien, etc. Les patriarcaux voient le statut prépondérant de la mère d'un œil cynique en prétextant que c'est parce qu'on ne savait pas qui était le père, le matriarcat étant selon eux primitif. C'est un argument qu'on retrouve souvent, notamment pour expliquer la dot, mais je te parlerai de tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine.
Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle la mère est presque divinisée, contrairement au père, c'est que c'est elle qui porte la vie, et tout aussi important, c'est elle qui allaite. L'importance de ce deuxième point est telle que les parents ne devaient pas avoir de relations sexuelles pendant l'allaitement pour que la mère ne tombe pas enceinte, pour qu'elle puisse conserver sa santé et se consacrer intégralement à son enfant jusqu'à ce qu'il marche. L'avortement était également autorisé dans ce cadre. Bien sûr que le rôle du père est connu et reconnu, mais le lien que tisse l'enfant avec la mère durant la grossesse et l'allaitement est tellement unique qu'il relève du divin, comme l'écrit si bien en Pathéba. La sacralité intime et proche de Dieu, sa puissance d'amour et de miséricorde ne sont pas à chercher au ciel, mais dans la manifestation même, là où elles sont à l'œuvre, dans le cœur et les entrailles de la mère, dans le sein de la terre-mère nourricière. Ce n'est pas seulement le lait que boit le nourrisson suspendu au sein de sa mère, mais la miséricorde divine elle-même et l'amour. C'est pourquoi un enfant sevré trop tôt est considéré comme ayant été privé de la nourriture de miséricorde qui devait l'imprégner au début de sa vie pour en assurer le déroulement harmonieux. L'inégalité présentée juste avant entre le père, considéré symboliquement comme semencier, et la mère comme porteuse de la vie et nourricière, est à l'origine d'une caractéristique fondamentale, le droit matrilinéaire. Pour ce qui est des biens matériels, les femmes ont traditionnellement la responsabilité des terres et des troupeaux, qui sont donc transmis par lignée utérine. Ça permet d'éviter la division des biens et de la terre. L'homme n'a donc pas la propriété des domaines, mais il est évidemment libre de travailler indépendamment. Pour l'illustrer avec Mayotte, ce sont les hommes qui rejoignent leurs épouses après le mariage. On ne dit jamais « je vais chez le papa d'eux », on dit toujours « je vais chez la maman d'eux ». Seule la mère peut léguer le statut social et politique à ses enfants, c'est ce qui est appelé la filiation matrilinéaire. Dans la tradition noire, un enfant indique d'abord et souvent uniquement son ascendance maternelle. Kanji et Kamara expliquent ainsi que Pharaon revendique toujours en parent Amon, l'être suprême, et sa propre mère. Pour ce qui est de l'accession de titres, que ce soit pharaon ou roi, c'est, je cite Charanta Diop, la noblesse plus ou moins grande de la mère qui soutient les droits de succession au trône. Ce qui est appelé la reine-mère dans la tradition noire, ce n'est pas l'épouse du roi comme en Occident, mais la sœur du roi. Ce sera donc un de ses enfants qui sera l'héritier et donc qui succédera à son oncle maternel. Kanji et Kamara offrent un bon exemple avec le pharaon Shabataka qui est succédé par son neveu Taharka qui lui-même est remplacé par son neveu Tanutamon. C'est ainsi que, encore aujourd'hui, chez certains peuples noirs, les enfants n'héritent pas de leur père, mais de leur oncle maternel. C'est exactement ce que raconte l'entrepreneur Ricardo Kanyama dans son autobiographie La chèvre de ma mère, où il explique qu'au décès de son père, ses deux épouses et leurs enfants ont dû quitter le domaine dont les neveux avaient reçu l'héritage. Quand on lit cette histoire, ça peut nous paraître absurde et cruel, mais ils ont simplement respecté le droit ancestral matrilinéaire. Cette règle a créé traditionnellement une attache et une complicité bien plus forte entre l'oncle maternel et ses neveux et nièces qu'entre le père et ses enfants. La matrilinéarité explique pourquoi la femme est absolument essentielle pour justifier la légitimité du roi ou du pharaon durant tout son règne. C'est seulement dans ce contexte qu'on peut comprendre pourquoi les rois de Kémet épousaient leurs sœurs alors que l'inceste était bien prohibé au commun des mortels. Chose importante à préciser, c'était généralement leur demi-sœur du côté de leur père et non de leur mère. Maintenant, on a compris que c'est la lignée de la mère qui s'impose. Ainsi, Toutankhamon a accédé au trône en épousant sa demi-sœur, la fille de son père Akhenaton et de sa belle-mère Néfertiti. Parler de ce très célèbre couple me permet également de préciser que Pharaon n'est pas une personne, mais bien un couple. Quand on parle de Néfertiti, on mentionne souvent qu'elle a été omniprésente aux côtés de son époux, le remplaçant même pour certaines décisions politiques. Mais ceci n'a en fait rien d'exceptionnel, parce que dans la pure tradition noire, le roi accède au trône grâce au rang de son épouse qu'il hérite par la lignée de sa mère. La reine, aussi appelée grande épouse royale, a donc un rôle extrêmement important. Je cite « Elle est de ce fait associée de plein droit à toutes les décisions importantes qu'il pourrait prendre. Ni la sécurité intérieure ni les relations extérieures ne sont de la compétence exclusive du roi. La reine a droit de regard et de conseil en chacune de ces matières. Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette association d'un couple au sommet de tout État soumis au droit noir.
Il y avait donc une parité au sommet de toutes les nations noires. A l'inverse, quand c'est une femme qui hérite du trône comme Hatshepsut, elle dirige seule sans que son époux n'ait de rôle particulier. Et là, tu peux te demander comme moi, mais pourquoi ce ne sont pas dans ce cas les femmes qui héritent du trône? Je cite l'explication de Cheikh Anta Diop. Il semble qu'en Égypte, c'est la femme qui hérite des droits politiques, mais qu'étant donné son infériorité physique naturelle, c'est son mari qui règne alors qu'elle assure la continuité utérine de la dynastie. On reviendra la semaine prochaine sur ce point. Pour résumer, dans toutes les sociétés traditionnelles noires, la femme est libre, indépendante, entreprenante et responsable des affaires familiales, économiques comme politiques. Il y a un passage de l'union matrimoniale qui m'a particulièrement marqué et que je voulais te lire. Les auteurs citent ce qu'est appelé à l'époque un explorateur français qui séjourne dans l'actuel Sénégal en 1818 et qui se fait arrêter dans une localité. La femme d'Ali, sœur de l'Almanie, vint me voir. Cette princesse était sur le retour. Un pagne en guinée bleue composait son vêtement, des filières d'ambre jaune chargeaient sa chevelure. Elle mâchait continuellement du tabac. L'effronterie était peinte sur son front. L'air impérieux qu'elle prit en entrant dans ma case me fit pressentir la scène qui allait se passer. Maria, c'était le nom de la princesse, parla en ces termes. Les femmes dans le Fouta Djallon dirigent les affaires de leur mari, ce qui signifiait « c'est moi qui t'ai fait arrêter ». S'ils font la guerre ou la paix, c'est d'après leur avis. Dis à ton blanc que je puis le faire aller à Timbaud en sûreté. Je lis la note de bas de page des auteurs. Effronterie est un qualificatif qui revient continuellement sous la plume de notre explorateur quand il décrit le comportement des femmes qu'il rencontre. La civilisation à laquelle il appartient ne lui permet pas de comprendre autrement la liberté de ton, de parole et de mouvement des femmes qu'il rencontre. Le fait qu'il soit en mesure de décrire la chevelure de l'épouse de l'imam prouve en outre qu'elle ne portait pas de voile. Tu le vois arriver, le cliché de la femme noire indomptable et bruyante qui ferait fuir tous les hommes? Perso, quand j'ai lu l'extrait, j'ai tout de suite pensé à ça. Le système matriarcal n'enduit cependant pas automatiquement le droit matrilinéaire. Je pense qu'à la base c'était indissociable, mais avec les différentes invasions arabes et européennes, il y a eu une sorte de mix. Cheikh Anta Diop donne l'exemple dans son livre d'un jugement qui a eu lieu dans l'actuel Sénégal sous colonisation française concernant un héritage, et c'est le droit patrilinéaire occidental qui a été reconnu au détriment du droit matrilinéaire noir ancestral. C'est comme ça qu'aujourd'hui, un peuple avec une organisation matriarcale peut reconnaître un droit patrilinéaire, ce qui ne semble pas très logique. Par exemple, le peuple Mbaye, qui fait partie du groupe des Sara, estime que les enfants appartiennent au père, c'est donc de la patrilinéarité, et pourtant la tradition est profondément matriarcale. Je pense que ça ne peut s'expliquer que par la christianisation. Il y a déjà un premier cliché qu'on peut barrer, c'est le fait de penser que le matriarcat ne donne aucune place à l'homme. On l'a vu, l'idéal dans le système matriarcal est que le pouvoir soit détenu par une femme et un homme, mais le titre est quand même porté par l'homme. La semaine prochaine, on découvre le matriarcat dans la spiritualité et l'application du système au sein du couple et de la famille. Si ce n'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et je t'attends en commentaire pour me dire ce que tu penses du statut de la femme dans le système matriarcal.